Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir donc aujourd'hui d'accueillir Pierre Cotte, qui est professeur émérite maintenant de Sorbonne Université, angliciste, linguiste et spécialiste notamment de la linguistique guillaumienne. Donc je le remercie très chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui et donc de nous donner son point de vue sur la question qui nous occupe pour ces séances. À quoi bon lire encore Guillaume aujourd'hui? Quel usage peut-on faire encore de la psychomécanique du langage? Donc je vous laisse la parole, merci. Eh bien merci pour cette invitation, chers collègues. Et puis j'ai vu que vous aviez participé à certaines des notices de cet excellent dictionnaire terminologique de la systématique du langage, que vous connaissez peut-être, d'André Joly et de Annie Boone, auquel je me suis référé pour préparer cet exposé. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y avait des difficultés ou des questions au fur et à mesure. Voilà. Alors, oui, la question qui m'a été posée, c'est il faut que je fasse un exposé pour expliquer pourquoi il faut lire Guillaume. Voilà. Voilà. Bon, vous, vous. Alors, c'est pas facile. Moi, je commence par une anecdote. Hein, c'est très personnel. Mais ça va conduire à la deuxième idée, et puis ensuite on va entrer dans le vif du sujet. Je fais beaucoup de recherches, je ne suis pas forcément étiqueté comme guillaumien quand je fais mes recherches. Je publie, mais les gens ne disent pas tiens, il se réfère aux tenseurs binaires radicaux, ou au système du verbe selon Guillaume, etc. Mais oui, alors il m'arrive aussi, comme tout le monde, quand je fais des recherches, de patauger, de ne plus me retrouver, etc., de fatiguer, quoi. Bien. Et j'ai fait l'expérience une fois ou deux, par hasard, totalement par hasard, de lire quelqu'un d'autre. Bon, comme ça. Bon, je peux changer un peu, parce que pendant une journée, n'est-ce pas, on ne fait pas toujours la même chose. Il m'est arrivé de lire Guillaume sur n'importe quel autre sujet que ce que j'étais en train de faire. En 2 minutes, je retrouvais mes idées. Les idées que je cherchais à avoir, moi, pour la recherche X, etc., que j'étais en train de faire et où je pataugeais, où j'y arrivais plus, etc., je ne retrouvais plus mon fil, comme on dit. Okay. Il n'était pas rare qu'en lisant 2 pages de Guillaume, tout d'un coup, j'avais envie, de continuer, et je retrouvais ce que j'avais à dire. Ça n'avait rien, alors que le texte de Guillaume portait sur tout à fait autre chose. Eh bien, ça c'est l'anecdote, et c'est quelque chose qui s'est produit plusieurs fois. Avec Guillaume, et pas trop avec les autres. Pas trop avec d'autres. Ce qui veut dire que, et une collègue un jour m'avait dit, il y a 30 ans ou 40 ans, tu as un tempérament guillaumien. Donc il doit y avoir un tempérament guillaumien. Qu'on est guillaumiens, et que non pas les non-guillaumiens, etc. Alors, c'est pas très bon. Comprenez un tempérament guillaumien, c'est-à-dire une tournure d'esprit guillaumienne qui fait que, voilà, on aime Guillaume d'abord, et que lorsqu'on relit du Guillaume, comme il est éminent, alors là, pour le coup, dans la catégorie, eh bien, on est ressourcé, comme ressourcé. Enfin, il ne faut pas exagérer, hein. Alors, voilà, c'était juste l'anecdote d'introduction. Pour dire que même si je ne suis pas un grand fidèle ou un grand commentateur, ni quelqu'un qui cite Guillaume à longueur de temps, je suis guillaumien quand même. Et donc, je comprends l'importance de continuer à lire Guillaume. Et je pense qu'il faut continuer à connaître Guillaume. Voilà, je le pense. Alors, aujourd'hui, Guillaume devrait être mieux connu qu'il n'était de son vivant, de son temps. Il était de son temps. Il était même très apprécié de son temps par des gens éminents en France, et un peu à l'étranger aussi sans doute. Des gens aussi éminents que Gaston Bachelard, le très grand philosophe, et Piaget, Jean Piaget, le très grand psychologue, le tenait pour un génie. Voilà. Mais c'était en dehors de la discipline. C'était les plus grands psychologues et un des plus grands philosophes de l'époque qui tenaient Guillaume pour génial et qui n'avaient pas honte de le dire.
c'est étonnant, hein, quand même. Et cependant, il n'était pas très apprécié de ses collègues, car la mode à l'époque était un positivisme et un scientisme de surface qui prônait une linguistique toujours plus proche de la description objective des données, etc., et qui faisait la chasse au notionnel, qui commençait à faire la chasse aux notions. Pas de linguistique notionnelle, pas de linguistique sémantique. Donc que faisait Guillaume? Il installait le sens, et il installait la relation entre le sens et les formes au centre de son propos, un des centres de son propos, il y a plusieurs centres. Voilà. Donc il n'a pas été très bien perçu, mais beaucoup d'eau a coulé quand même sous les ponts, ou une certaine quantité d'eau du moins, et aujourd'hui, après des décennies d'autres linguistiques, on pourrait s'attendre que la situation soit plus propice. Mais pour autant, je crains de dire que Guillaume n'est toujours pas commenté, ni lu, ni connu au plan international ou même national. Pourquoi est-ce que je dis d'abord qu'aujourd'hui, ce devrait être les temps sont plus propices? Parce que aujourd'hui, il y a deux grands phénomènes quand même qui sont planétaires, hein, et qui ne concernent pas que la linguistique. Ces deux phénomènes, c'est la cognition. En gros, vous ne pouvez plus rien faire maintenant sans mettre l'étiquette cognitive, sinon vous passez pour nul. Voilà. Or, Guillaume a été le premier cognitiviste parmi les linguistes, sûrement. Enfin, un des premiers où ça faisait vraiment sens. Il était cognitiviste avant la lettre, avant l'étiquette. D'abord, et encore aujourd'hui, on pourrait, les cognitivistes, les Pontins, etc., pourraient parfaitement lire Guillaume, s'inspirer de Guillaume. Il n'est pas certain, cependant, que sur tous les points, Guillaume apporte plus que ce que feraient les cognitivistes. Ça, c'est pas certain. Mais enfin, bon. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à quelque chose, mais qui s'appelle la motivation. La motivation est à la mode. Elle ne l'était pas. Alors, vous comprenez ce que c'est qu'est la motivation? C'est tout. La motivation, c'est le fait que les formes du langage, la grammaire, les formes, reflètent ou reflèteraient le sens. Que la relation entre les formes et les sens n'est pas arbitraire, comme on croit, comme on dit, comme on enseigne, mais qu'il y a une détermination très puissante et très forte de ces formes par le sens qu'on communique. Alors, l'idée générale sur laquelle s'est construite la linguistique dans le XXe siècle, au XXe siècle, c'est l'idée d'une absence de rapport pertinent entre le plan des formes et le plan du sens. Et l'idée de Guillaume, dès le début, était qu'il y avait un rapport plus que pertinent entre les deux. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, à partir de là, Guillaume est seul en son temps. Il était seul cognitiviste et il était seul intéressé par la motivation, ce qu'on appelle aujourd'hui la motivation. Hein. Voilà, il était seul. Voilà. Et aujourd'hui, la motivation est un des intérêts centraux d'un nombre très important de linguistes. Lesquels? Voilà. Et comment? La question est là. Quels linguistes aujourd'hui sont intéressés par la motivation? Eh bien, je dirais, d'abord, il y a des grands noms de la recherche sur la motivation en linguistique. Alors, il y en a quelques-uns en France, mais il y en a surtout dans le monde anglophone, anglo-saxon. Un homme comme Heyman, H-A-I-M-A-N, n'est-ce pas, est connu pour avoir, et continue de produire de très nombreuses et belles choses, ainsi qu'une kyrielle d'autres personnes, de grands linguistes américains, ayant pignon sur rue, hein, bien reconnus dans leur profession, sont des spécialistes de la motivation et cherchent, mais alors, je vais préciser maintenant, à travers la totalité des langues, des choses récurrentes en matière de motivation.
Alors, vous voyez, ça c'est très important, c'est très important. Et je dirais que de multiples façons, il y a des recherches sur la motivation. Alors c'est quoi cette motivation? Quelles sont ces traces? Ce ne sont pas forcément des traces au niveau des phonèmes utilisés, ou ce ne sont pas des imitations sonores du sens par les formes, rien de tel, rien de tel. C'est pas ça. Ce sont plutôt des structures grammaticales qui, par leur complexité ou par leur simplicité, enregistrent quelque chose de la complexité ou de la simplicité de ce qui est exprimé. D'accord? Donc, des corrélations entre souvent même, des ensembles de significations qui sont en système, et des ensembles de formes qui sont également en système pour exprimer ces significations. Alors, je suis peut-être un petit peu abstrait là, mais si vous prenez par exemple un système de pronoms, je trouve que je travaille en ce moment sur les pronoms personnels du vieil anglais. Voilà. Eh bien, vous avez donc des systèmes de pronoms qui ressemblent un peu aux listes que nous avons nous aussi. C'est pas si différent que ça, malgré tout. On s'aperçoit qu'il y a différents types de pronoms selon les personnes, morphologiquement. Alors, en troisième personne, en vieil anglais, aucun pronom n'est, comme on dit, supplétif, c'est-à-dire tous les pronoms ont une base plus un suffixe et la base est la même pour chaque pronom, c'est-à-dire le nominatif, l'accusatif datif, le génitif, parce qu'il y avait des cas à ce moment-là, le pluriel, le singulier, voilà, et également le genre masculin, féminin, neutre. Voilà comment ils étaient les pronoms de troisième personne. Canonique, d'une certaine façon, de la structure générale. Mais les pronoms de première et deuxième personne, eux, étaient supplétifs, c'est-à-dire qu'il y avait 3 ou 4 bases différentes, par pronom, première personne, 5 pour la première personne, 4 pour la deuxième personne, ou 3, 4 et 3, pardonnez-moi. 4 et 3, vous comprenez, ça veut dire que, de même qu'on dit en français je, sujet, et me, en changeant de mot, en changeant de base, parce qu'en anglais on appelle ça stem, ce mot-là, en changeant, vous voyez, vous changez, ça c'est ce qu'on appelle la supplétion. Bon, ça s'appelle la supplétion de façon générique, voilà. Eh bien, cela n'existait qu'en première et deuxième personne, il n'existait pas en troisième personne. En vieil anglais, c'était une chose très nette. On peut, à partir de là, dire qu'il y a une différenciation morphologique que tout le monde reconnaîtrait. Et on peut, dans un deuxième temps, si on a l'esprit à la motivation, dire, c'est pas par hasard si la troisième personne a la forme qu'elle a, et si les deux autres personnes ont la forme qu'elles ont. Parce que Guillaume disait, jusqu'à Guillaume, la différence entre la première, la deuxième et la troisième personne est il disait pas comme ça. Il disait pas ça, pas comme cela. Mais ça revenait à ça. Est une différence de complexité. La troisième personne est la personne dont on parle, point. Elle est juste caractérisable par le fait que c'est une personne dont on parle. Et la première et la deuxième, quand on en parle, c'est bien aussi des personnes dont on parle, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ni plus ni moins. Oui, mais en plus, dans la première et dans la deuxième personne, il y a une signification qui est codifiée et qui est le référent du pronom, car le pronom, c'est un mot syntagme nominal. Il a un référent direct, tout pronom. Bon, c'est particulier au pronom en plus. Le référent du pronom, c'est soit le locuteur, alors, ça dépend des terminologies que vous pratiquez, hein, le locuteur ou l'allocutaire. C'est un des deux co-énonciateurs. Alors, il y a tellement de terminologie qu'on ne sait plus comment le dire, d'autant plus que je suis en train de rédiger en anglais, et que en anglais c'est plus simple quand même, c'est speaker et addressee. Voilà, et il y a juste les deux là. Bon. Et alors, c'est speaker, même si, en fait, c'est de l'écrit. On parle. Bon. Alors, le parleur, donc, et puis celui à qui il parle. Ça va? Et alors, c'est quand même plus compliqué un pronom de première et deuxième personne, parce que dans le pronom de première et deuxième personne, il y a
Le référent, en tant qu'il participe au procès de la proposition dans la fonction agent, patient, tout ce qu'on veut, plus qu'il est singulier, il est pluriel, c'est un homme, c'est une femme, c'est tout ça. Hein. Et puis, en plus, il a le rôle, dans l'énonciation de l'énoncé où il est mentionné, d'être allocutaire, celui à qui l'on parle, destinataire des propos, ou bien celui qui parle. Et le pronom je ou me, c'est pas la même fonction syntaxique, hein, je et me, ou moi d'ailleurs, pas d'importance. Le pronom, il fait tout ça à la fois. C'est une charge extraordinaire quand on y réfléchit. Et il n'est pas extraordinaire que à ce pronom très complexe, à ces deux systèmes de pronoms complexes, parce qu'il y a tous les pronoms de première personne, tous les pronoms de deuxième personne, puissent correspondre, entre le singulier, le pluriel, etc., des pronoms plus complexes aussi. Il y a une complexité morphologiquement plus complexe. Vous voyez, ça c'est le genre d'esprit qui anime ceux qui font de la recherche en motivation aujourd'hui, et il y a quelque chose de très important que vous devez connaître et qui, à ce moment-là, se greffe là-dessus, c'est la notion, la distinction entre marqué, non marqué. Alors ça, c'est planétaire, ça. C'est planétaire, c'est chaotique, je peux vous le dire, mais c'est une distinction qui est issue de la phonologie, à l'origine, la phonologie des années 20, 1920, d'il y a un siècle. Les grands phonologues d'il y a un siècle mettaient au point, dans certaines parties de l'Europe, qui ne sont pas la France, mettaient au point une distinction entre la marque, les distinctions de marque, etc. Donc ça, ce sont des cours de phonologie qui vont vous enseigner ça. Et à cette époque-là, donc la marque apparaît, ensuite la marque est utilisée en sémantique, elle est utilisée un peu partout, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une règle, quelque chose qui pèse très lourd sur le fonctionnement du langage, c'est l'économie. Et une forme non marquée est plus économique qu'une forme marquée. Voilà. Une forme non marquée est économique, une forme marquée n'est pas économique. On réserve les formes non marquées pour les plus courantes, pour les plus fréquentes. Donc, dans mon système des pronoms, quel est le non marqué? C'est la troisième personne. Comment est-ce qu'on sait par ailleurs que c'est la plus simple, la non marquée? Parce que non, en fait, la notion de marque en phonologie, c'est plutôt simple. Quand on passe à de la morphologie, de la sémantique couplée, c'est bien plus compliqué, hein? On est d'accord. Mais il y a quand même un critère objectif, très objectif. Il y a de grands nombres, de grands linguistes qui ont travaillé cela et qui ont dit des choses très simples là-dessus. Il y a le phénomène de la fréquence. De la fréquence. Quand on parle, quel est le pronom le plus fréquent, tout texte confondu, et semble-t-il toute langue confondue? Tout texte, tout genre, toute langue. Quelle est la personne la plus fréquente? Première, deuxième ou troisième? Eh bien, c'est la troisième. Sans aucun doute. Ça enterre tout. Les deux autres sont rares par comparaison. Rares, mais plus complexes. Ça va de soi. Il y a une espèce de... Vous voyez? Et là, quand on met le doigt là-dedans, on entre dans une analyse de la motivation. C'est-à-dire, la motivation, c'est, en partie, les langues réagissent à ce qui est économique et à ce qui est non économique. Hein, et elles ont des formes plus simples et parfois une absence de forme. Une absence de forme quand c'est fréquent, etc., et qu'on peut faire l'économie. Et il y a la notion de forme par défaut. Hein. On peut dire que par défaut, si rien n'est indiqué, s'il y a un marqueur zéro, quoi, pas de marque, ça veut dire qu'on veut dire la forme non marquée. On veut signifier la forme non marquée. Voilà. Et puis, il y a effectivement... Alors, vous voyez, il y a ça qui pèse très lourd. Et dans la motivation aujourd'hui, alors ça, vous voyez très bien que c'est très abstrait, mais on n'entre pas dans le détail du sens, là. On n'entre pas dans le détail du sens. On ne dit pas, ah, ça signifie comme ceci, donc, non. C'est simplement la quantité. Mais c'est bien la quantité. Voir les choses d'un point de vue quantitatif permet de déblayer beaucoup de chemins. Voilà.
Et puis il y a l'iconicité. Alors l'iconicité, il y avait un colloque, j'ai vu, alors l'iconicité est une grande affaire, voilà, avec d'immenses références intellectuelles, qui est la référence de Peirce, ce grand philosophe américain à qui on doit un renouvellement de la sémiotique, hein. Voilà. Alors l'iconicité, ça ressemble. Alors on peut parler d'iconicité quand même quand il y a, comme je disais tout à l'heure, une complexité d'un côté, une complexité de l'autre, parce que la complexité de la forme X est à l'image de la complexité de la signification. Donc, là, on va parler d'iconicité, et il y a différents types d'iconicité, hein. Et donc, en fait, c'est un sujet en soi, il n'est pas question, et est-ce que Guillaume est là exactement? Eh bien non. Et justement, Guillaume ajoute des dimensions à la motivation telle qu'on la pratique, ou ajouterait, je parle au conditionnel, telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il n'est toujours pas connu, parce que la majorité de ceux qui travaillent aujourd'hui avec la motivation sont des fonctionnalistes, comme on dit. Les fonctions du langage, le langage a besoin d'eux, donc en fait il porte les traces de ce dont il a besoin, voilà, c'est ça. Et Guillaume aurait dit oui, très bien, effectivement, parce que tout le monde on ne peut être que d'accord, évidemment. Et l'iconicité, c'est quelque chose aussi qui n'est pas peut-être si présent chez Guillaume, je ne sais pas. Quoi qu'il faudrait peut-être reprendre tout le corpus pour réanalyser du point de vue d'eux, ça serait peut-être pas inintéressant. Voilà, bon. Alors, tout ça pour vous dire que, je regarde ma montre, pour vous dire que Guillaume est quelqu'un qui s'est intéressé à la cognition, s'est intéressé à la motivation. Aujourd'hui, ces thèmes sont centraux, que cela plaise ou non. Avec quand même cette chose extraordinaire, c'est que la motivation n'est pas bien comprise. Ou ce qui n'est pas compris, c'est la position de la motivation dans l'économie générale du langage. Est-ce que la motivation est exceptionnelle ou est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est la loi? Ou est-ce que tout est motivé? Ou juste quelques petites choses? En réalité, sur cette question-là, l'affaire n'est pas tranchée. Ou tout le monde la tranche dans son coin. Alors, il y a ceux qui disent, écoutez, c'est simple, il y a de la motivation partout, moi je serai de ce côté-là. Et il y a ceux qui disent, non, c'est juste un truc de temps à autre, et on s'y perd parce qu'en fait, tout le monde peut avoir raison selon la perspective ou le paramètre qu'on privilégie, voilà. Mais à ce jour, le discours qu'on appelle mainstream, vous savez, le discours qui est comme cela, c'est le principal, c'est quand même que la langue n'est pas motivée. C'est-à-dire, c'est l'arbitraire du signe. C'est-à-dire, alors, et avec l'idée que vous prenez un signe, vous ne pouvez pas du tout deviner dans une langue ce qu'il va dire. Bon. Alors, à partir de là, oui, effectivement. Mais ceux qui disent que tout est motivé, c'est ceux qui entrent dans l'économie d'une langue et qui se mettent à dire, mais attendez, là, regardez, c'est motivé. La motivation, on ne la trouve pas comme ça tout de suite. Il faut la chercher. Et parfois, ce qui est motivé, c'est des ensembles de signes qu'il faut regarder en tant qu'ensemble de signes. C'est ce qu'on appelle l'iconicité diagrammatique. C'est un terme emprunté à Peirce. Diagramme. Un diagramme, c'est une image complexe pour une réalité complexe et en fait qui fait tenir ensemble des choses qui, entre elles, ont des relations. Et le diagramme, c'est l'ensemble des relations entre les choses et ce sont les relations entre les choses qui finissent par être motivées et qu'on finit par traduire par des relations entre les formes. Complexe, hein. Et donc, en réalité, on est dans un moment de la linguistique où de plus en plus de linguistes font des recherches en motivation, alors que le discours majoritaire, c'est très paradoxal, c'est tout à fait étonnant. C'est un moment qui n'a pas duré, mais qui peut encore durer un siècle, hein, d'ailleurs. Le n'a pas duré, mais on se passe sur des milliers d'années. Hein. Mais tôt ou tard, il faut que ça se règle. Et ça ne peut se régler que par plus de recherche qui expliquera mieux comment les choses sont. Bon, alors c'est pour vous dire que voilà où nous en sommes.
Et moi, on m'avait demandé en quoi je suis guillaumien, ce que je retiens. Donc, j'ai préparé un petit exposé. Alors, c'est pas un exposé de présentation des théories de Guillaume. Hein. Moi, je vais pas vous parler du système des temps qui est très intéressant, vraiment très intéressant. Ni beaucoup des choses. Je laisse ça à un vrai cours. Mais comme on me demande, voilà, je vais vous dire ce que je retiens, ce que j'aime beaucoup. Pourquoi je suis guillaumien, en fait. Voilà. Donc je parle de moi. Voilà. En parlant des autres. Bien. Et alors, je retiens où il y a quelque chose qui m'a toujours saisi. Chez lui, alors, il y a un certain nombre de thèmes, donc là, ou d'idées. Alors, il y a des thèmes que tout le monde reconnaîtrait. Il y a une ou deux idées qui sont à moi et dont je prétends qu'elles sont chez Guillaume. Voilà. D'abord, et vous en avez entendu parler sans doute, si vous avez eu des cours sur Guillaume, le sens, et ça, le sens. Donc on parle du sens. Guillaume est un homme qui s'intéresse au sens et aux relations entre le sens et les formes. Mais c'est quoi le sens? Alors, je ne vais pas vous faire un cours. Et personne n'est capable vraiment d'aller au fond de ces affaires-là. Tant c'est complexe. Le sens est une des choses les plus complexes qui soit. Mais il y a une habitude que vous avez connue, que vous ne pouvez pas ne pas connaître, et qui est la pratique majoritaire dans le monde, et qui fait que Guillaume n'est pas connu, n'est pas encore accepté. C'est que, si vous lisez la linguistique américaine, si vous lisez, toutes les linguistiques d'ailleurs, je dis américaine, mais française, anglophone, etc., quand on demande à des linguistes d'étudier du sens, souvent, ils font un étiquetage. Ils mettent une étiquette, ou plusieurs étiquettes. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. L'emploi X, l'emploi Y, c'est ça les étiquettes. Vous mettez un mot, un nom plus un adjectif, un nom plus, hein, et alors, emploi volitionnel de machin, emploi épistémique de cette auxiliaire de modalité, emploi hypochoristique de cette forme. Vous voyez ça? Alors vous me direz, ben oui. Imaginez que vous ayez une grammaire qui ne contienne pas dans son index ce genre de choses. C'est juste pas gérable. C'est juste pas une grammaire, quoi, parce qu'on n'arrive pas à retrouver. Il faut bien qu'il y ait des étiquettes. Les étiquettes, c'est ce qui vous permet de reconnaître tout de suite quelque chose, de le retrouver dans une totalité. L'étiquette n'appartient qu'à la chose. La chose est toujours appelée par cette étiquette-là et pas par une autre, etc., etc. Sauf quand on change les étiquettes, mais en l'annonçant, évidemment. Ça va? Ça, c'est les étiquettes. Vous me direz, mais oui, alors c'est quoi d'autre? Mais sous l'étiquette, il y a un iceberg de complexité. Il y a une montagne de choses qui convergent, qui se mettent ensemble. Alors on me dirait, oui, ce sont les traits sémantiques, parce qu'il existe quelque chose que j'appelle les traits sémantiques, et donc vous énumérez les traits sémantiques, vous comprenez ça? Enfant, ça veut dire humain, non adulte, enfin, une explication comme ça, et tous les dictionnaires, bien entendu, dans les définitions, vont contenir les traits pertinents. Alors oui, il y a les traits sémantiques, mais il y a les relations entre les choses, il y a la construction du sens, et là apparaît chez Guillaume quelque chose qui n'a peut-être pas existé ailleurs avant lui. Et c'est là qu'on se demande d'où Guillaume tenait son intelligence, parce qu'il y a des moments comme ça où quelqu'un apparaît qui fait quelque chose de complètement nouveau, et c'est pour ça qu'on le tenait ici et là pour génial, c'est que lui, il a dit, le sens est une construction, c'est-à-dire un processus. Le sens, certes, vous pouvez toujours le mettre dans des étiquettes, des petites boîtes, des petits traits, des petits plus, des petits moins, des trucs comme ça, et multiplier cela. Vous pouvez l'analyser finement, évidemment. C'est pas la question. Mais le sens est un processus. Il est inscrit dans le « et ». Un processus, c'était une construction. Construction de choses qui se mettent ensemble. Alors comment est-ce qu'on spatialise ça? Comment est-ce qu'on visualise ça? Mystère.
Mais qui dit processus dit finalement quoi? Procès. C'est quoi un procès? C'est ce dont on dit que c'est ce dont on dit que c'est la signification du verbe, mon Dieu. Voilà. Un verbe, ça signifie un procès. Dès que vous avez un cours sur le verbe, le prof dit le verbe signifie un procès. C'est-à-dire quelque chose qui est inscrit dans le temps et qui est surtout présenté en tant que construit dans le temps et en tant que, parce qu'il ne suffit pas que ce soit construit dans le temps, n'importe quoi d'autre, n'importe quoi est dans ce verre-là, il est bien dans le temps. Donc, en fait, bon. Mais si je parle du verre en tant que, de cette boisson en tant que boisson, le temps n'est pas pertinent, on n'en parle pas. Mais si je dis que je bois, ah oui, c'est un procès, il est dans le temps, ça commence ici, ça se termine là, etc. Voilà, c'est ça le temps. Or, Guillaume dit, le sens est construit dynamiquement, c'est un procès mental. Un procès qui a lieu dans l'esprit, et là on rencontre la cognition à nouveau, la cognition des processus cognitifs. Vous voyez, ça c'est là que ça rejoint quand même une certaine modernité, parce qu'aujourd'hui, on étudie les processus cognitifs de la conscience, de tout, de la perception, de la conscience. Voilà, c'est un festival. Et Guillaume est déjà là-dedans. Il dit, non, c'est un processus. Et alors, je suis frappé par le fait, je parle vite là, que il y a comme une... Alors, vous connaissez l'aspect, la catégorie de l'aspect, vous avez entendu parler de ça, avec l'aspect lexical, l'aspect machin, l'aspect truc, je sais pas, je préfère ne pas introduire de la confusion dans vos esprits après les excellents cours que vous avez dû avoir. Et donc, il y a chez Guillaume une aspectualisation du sens. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand on fait un cours sur l'aspect, on entend parler de borne, n'est-ce pas? La borne initiale, la borne finale. Alors si c'est pas borne, c'est autre chose qui est dit frontière, limite, je sais pas quoi. Bon, mais c'est toujours ça. Alors il y a des bornes où il n'y a pas de bornes, il y a des procès avec des bornes ou des procès, bon, etc. Il y a des catégories de procès, tout ça. C'est très intéressant. C'est très important. Quand vous lisez Guillaume, eh bien vous avez l'impression qu'il est en train de traiter le sens de manière aspectuelle de cette façon-là. Le sens est construit. Alors, j'étais en train de relire, évidemment. Et alors, il est question de dynamisme, de cinétisme et de dynamisme. Mais c'est quoi ça? C'est exactement ce dont on parle quand on parle des procès dynamiques, les activités, les actions. On parle aussi de télicité quasiment. On dit qu'il y a un but. On dit qu'il y a une activité de construction du sens, et alors, très vite, ça devient subtil, ça devient très intéressant. C'est pas pour ça que moi je me passionne pour Guillaume, hein, parce que le fait qu'ils disent, c'est un processus qui est dans le temps, bon, d'accord, hein, oui, bon, alors quoi, il dit, ou ce qu'on comprend à travers Guillaume, c'est que ça permet de comprendre des choses qu'on ne comprend pas autrement. Quelle différence fait-on chez Guillaume entre je ne peux et je ne peux pas? C'est le français, ça. En français, on peut dire êtes-vous tous francophones de naissance? Non, peut-être pas. Non. Mais si vous êtes francophone, vous êtes bien, vous... Ouais, bon. Alors, je ne peux, je ne sais, je n'ose. Parce que c'est une négation, hein. Mais il n'y a pas le mot pas. Bon. Alors, on peut dire en français, je n'ose. Je n'ose, je n'oserais, je n'ose. On peut dire je n'ose pas. C'est pas pareil. Je n'ose, c'est j'aimerais bien, mais je n'ose pas le faire. Mais si vous me dites que je peux, alors je vais peut-être oser le faire. Tandis que si je dis je n'ose pas, c'est plus descriptif et Guillaume dit les choses de la façon suivante, ou à peu près de la façon suivante. Donc je reviens à Guillaume là. Il dit que dans le premier cas, la négation qui est juste ne, je n'ose, je ne sais, etc., est une négation, il l'appelle imparfaite. Il utilise pour ça, d'abord c'est un adjectif, hein, c'est l'adjectif imparfait.
Imparfait, ça nous renvoie aux catégories de l'aspect, mais aussi aux catégories du temps de l'imparfait, de l'indicatif. Évidemment, ça ne veut pas dire que le procès est en passé, ça ne veut rien dire ça. Ça veut dire que imparfait, ça veut dire que la négation n'est pas arrivée au bout d'elle-même. Tandis que si je dis je n'ose pas, la négation est parfaite, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est allé au bout de la négation et on n'y revient pas. Je n'ose pas, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas. Bon. Ça semble être, bien entendu, indépendamment des contextes qui vont faire que même si je dis je ne sais pas ou je n'ose pas, je vais le faire quand même. Bon, ça, on est bien d'accord. Il ne faut pas être trop littéral. Mais ce qu'on veut dire par là. Et Guillaume dit, ben, la différence, c'est qu'on est allé au bout. La négation, autrement dit, c'est un processus. C'est un processus qui commence à un moment, et qui a des petites étapes. Ah, c'est étonnant, c'est la première fois dans l'histoire de la linguistique, sans doute, que quelqu'un s'engage dans cette voie. Et, alors, il a été suivi par les guillaumiens. Et même quand on n'est pas un guillaumien très respectueux comme moi, on est d'accord. Mais les autres ne veulent pas trop entendre parler de ça, quoi. Beaucoup ne veulent pas entendre parler de ça. Alors ils diraient des choses très stupides comme ça, c'est du français, mais alors ça marche pas en anglais. Mais si, il y a des équivalents dans à peu près toutes les langues, si on sait regarder, et pas forcément aux mêmes endroits, mais sur des choses semblables, évidemment. Je n'ose. Et alors, Guillaume dit, utilise donc des théories aspectuelles. C'est la négation inaccomplie versus la négation accomplie, d'une certaine façon. Alors, c'est tout à fait fascinant parce que le sens négatif est un procès. Ah, c'est une autre vision. Tout d'un coup, on entre dans un autre monde. Alors, c'est un monde qui, pour les guillaumiens, est un monde magique. Il y a des guillaumiens qui n'arrivent plus à décrocher, là. C'est une espèce de... c'est un peu comme la drogue, quoi, ou les choses comme ça. Quand on mord à ça, voilà, on se passionne après. Je pense que c'est une bonne théorie. Je pense qu'il a raison. Ou du moins, quand je dis que personne n'a suivi, qu'il y a les guillaumiens et les autres, c'est pas tout à fait exact. En France, il y a eu d'autres écoles de linguistes. Je pense un peu à Benveniste, mais je pense surtout à Antoine Cuglioli, qui fut un grand angliciste, puis un grand professeur de linguistique en France, dans ce pays, qui est décédé l'an dernier, ou il y a 2 ans, et qui a construit une théorie des opérations énonciatives, où la notion d'opération apparaît en force, et qui, au fond, pratique ce même genre de linguistique. Une linguistique qui dit, finalement, le sens, entre guillemets, étiquette. Le sens comme étiquette de tout à l'heure. La négation, bon, négation. Le sens étiquette, il est précédé par une construction du sens. Simplement, les opérations de Cuglioli, ce sont des opérations qui construisent le sens, qui construisent les effets de sens, etc. N'en plus finir, et il n'y a que cette construction-là même qui émerge dans le langage, et Guillaume, c'est la même chose. Donc en fait, je mettrai Cuglioli et Guillaume un peu dans le même sac, avec alors, de grosses différences, et je suis prêt à vous préciser les choses, hein, mais notre temps est limité. Et voilà donc le début. Voilà donc le début. C'est mon premier point là. J'en suis au point 1A. Bon. Alors je vais passer au point 1B. Dans la théorie toujours de Guillaume. Après le point 1A, donc ça, le point 1A, c'est quand même l'essentiel. Parce que si vous parlez de Guillaume et que vous n'avez pas compris qu'il fait ça, c'est comme si c'était rien du tout. Hein. Il fait ça. Ça, il a été le premier à le faire, semble-t-il, dans l'histoire. Et même ses prédécesseurs brillants, évidemment, qui étaient de grands Allemands, de grands professeurs allemands, etc., qui ont mis au point, qui ont lancé la linguistique au XVIIIe et au XIXe siècle, en mettant en place la linguistique historique.
Alors eux, ils suivaient à la trace l'évolution des langues à travers les siècles. Et ils ont bien vu qu'il y avait des choses qui se passaient. Et Guillaume, qui connaissait ça parfaitement, à l'époque tout le monde connaissait ça parfaitement, a puisé là-dedans. Mais lui, il a dit, mais c'est qu'il y a un processus dynamique de construction constant. Mon point 1b est vraiment, mais il n'est pas secondaire, c'est la théorie, la deuxième grande partie de la théorie guillaumienne, mais je suis bien obligé de passer de 1A à 1B, enfin de commencer par quelque chose, évidemment. C'est que les signes sont des traces motivées de quoi? De la construction du sens. C'est-à-dire, dès lors qu'on admet que le sens se construit, qu'expriment les signes, pardonnez-moi. Alors les signes peuvent exprimer le sens construit, puisque je disais tout à l'heure qu'il y a des étiquettes, que le mot négation, le nom négation, et puisqu'il étiquette, je le disais tout à l'heure, un sens construit, voilà, donc je ne peux pas dire non plus, mais les signes, malgré tout, en particulier les signes grammaticaux, parce que Guillaume est quand même quelqu'un qui a surtout travaillé sur le grammatical, et la grammaire, c'est pas n'importe quoi dans le langage. C'est quand même les opérations de construction, la grammaire. Les signes sont des traces de l'activité de construction du sens. Et, alors ça, ce sont des traces, très bien. Des traces. Et il existe dans la théorie guillaumienne l'idée qu'il y a un composant du langage, en composant, il n'utilisait pas ce mot-là, lui, mais bon, qui serait là, qu'il appelait psychosystématique, qui construit des systèmes de signes, de signifiés, pardonnez-moi, voilà, de sens, qui construit des systèmes de sens. Là, je parle de façon peu respectueuse et approximative en ce moment. Et puis, il y a des systèmes de signes qui reflètent cela, qui saisissent. Alors, il a une théorisation de la relation entre les sens et les formes. Donc, les signes sont les formes, dans cet exposé. Les signes suivent, épousent, sont des traces de l'activité de construction. Vous voyez, pas seulement du produit fini, quoique ils puissent le saisir, mais ils suivent la construction. Voilà, ils suivent la construction. Si je ne mets pas à la fin de ma négation, je n'ose pas, eh bien je clôt quelque chose. Ça atteste de l'atteinte d'une limite, du dépassement même de cette limite. Voilà, vous voyez. Si je ne le mets pas, je suis encore à l'intérieur et je peux encore changer. Ma négation est réversible. Voilà. Et donc, en suivant les signes, on suit l'activité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un linguiste dans cette hypothèse? C'est quelqu'un qui est comme un chasseur. Qui a l'oreille collée au sol pour écouter où est le gibier, etc., ou qui regarde à la trace, qui suit des traces, il déchiffre. Il déchiffre. C'est quelqu'un qui déchiffre. Vous savez que cette année, c'est le 200e anniversaire de quoi? Il y a 2 siècles, Champollion arrivait à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Et le plus grand linguiste de tous les temps, c'est peut-être bien lui, parce que en termes de réussite, personne n'a pu faire, ou ne pourra avant longtemps faire la même chose. En fait, il y a chez le linguiste, naturellement, une activité de déchiffrement. On déchiffre. Déchiffrer, c'est comprendre les signes, voir à quoi correspondent les signes. Et à quoi correspondent les signes? À la construction du sens. Et c'est quoi cette construction du sens? Alors je disais tout à l'heure qu'elle est dans le temps, etc. Oui, c'est quelque chose, malgré tout, d'inconscient. Et là, on arrive à un autre point de Guillaume très important. Guillaume travaille sur l'inconscient du langage. À son époque, on le faisait, mais sans le dire, ou sans s'en rendre compte. Et Guillaume travaille sur un inconscient.
Et n'oublions pas que Guillaume est contemporain des débuts de la psychanalyse aussi. Tout ça, c'est le début du XXe siècle. Nous sommes dans quand même, parce qu'il y a des solidarités entre les disciplines. Il y a des époques, les époques font sens, etc. Mais en fait, on est dans l'inconscient des choses qu'on ne perçoit pas. La construction du sens, personne ne s'en doute. Ou alors tout le monde dira, bah oui, les neurones, ils font des trucs, etc. Mais alors, nous, on ne peut pas avoir accès à ça. Et Guillaume dit, non, il y a des traces. Mais des traces de quoi exactement? Ensuite, on peut discuter. Parce que là, les cognitivistes et les neuroscientifiques diraient, ah non, c'est quoi, ces traces de quoi, etc. Là, il y en a pour des siècles de débats. C'était mon deuxième point. Mais donc, il faut être littéral. Dès qu'il y a un petit signe, un micro-signe ou une absence de signe, on peut se demander ce qui est signifié à travers cela. Alors, moi, je suis fasciné par cela. C'est une des séductions ou un des accords dans le cas. Je parlais d'un tempérament guillaumien. Si vous aimez déchiffrer et si vous avez ce type d'attitude, voilà une partie. Alors, je passe à mon point 2. Le point 2, ce que je retiens de Guillaume, ou ce qui me frappe quand même, et qui le distingue là aussi, c'est une propriété du langage que les Américains, que Hawkins, qui fut un grand linguiste américain, avait mis au jour, ou sur laquelle il avait insisté, après d'autres, et qu'il avait appelé, lui, la réflexivité. Alors, la réflexivité, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réflexivité? D'abord, il y a le mot réflexif. Réflexivité renvoie à un ensemble de concepts qui existent un peu partout. La réflexivité. La réflexivité, c'est que le langage revient sur lui-même. Le langage est réflexif, c'est-à-dire il fait retour sur lui-même. Et alors, moi, c'est peut-être même ça qui m'intéresse le plus. Mais je disais il y a 5 minutes qu'il y avait quelque chose que j'ai peut-être oublié de dénommer, qui s'appelait la psychosémiologie, non? La psychosémiologie, je ne sais pas si j'ai prononcé le mot, par contre, non, voilà, j'ai oublié, pour le coup. C'était le fait que les signes, les formes linguistiques revêtent, donnent leur forme, donnent leur forme, saisissent la construction du sens, pardonnez-moi, d'accord? Et en fait, si les signes traduisent cela, c'est le résultat du produit ou l'attestation d'une activité de psychosémiologie, selon lui. Bon. Mais cette activité de psychosémiologie, c'est le fait qu'une partie du langage saisit une autre partie du langage. Je vous disais qu'il y avait deux composants. Un composant où on fabrique des systèmes de signification, et comme les significations sont construites, il y a des petits éléments dans les significations qui petit à petit se construisent, etc. Et il y a des formes qui suivent cela. D'accord? Et puis, c'est la psychologie. Mais là, ça suppose que les signes regardent le langage. Et le langage se regarde lui-même. Alors ça, c'est très important. Le langage, il est réflexif au sens où, d'abord, il peut parler de lui-même dans la métalangue. En ce moment, on est en train de parler de langage, on pourrait très bien mettre ça dans une métalangue très rigoureuse. La linguistique est une activité métalinguistique. La métalangue, étant donné que le mot métalangue est lui-même un mot très complexe, n'est-ce pas, signifie qu'il est possible, à travers le langage, ici, dans ce cours aujourd'hui, ce soir, il est possible, à travers le langage, de parler du langage. Le langage est capable de parler du langage. Avec le langage, on peut parler du langage. Avec le langage, on peut parler de tous les codes. On peut parler du langage des abeilles, on peut parler du langage des fourmis, si on veut que ce soit du langage. On peut parler du langage de à peu près tout, ça c'est bien connu. Le langage, c'est ce qui permet de traduire tous les autres langages. Bon, déjà, le nom. Mais il peut aussi parler de lui-même. Et à ce moment-là, il y a réflexivité. Bien. Mais alors vous direz, parler de, oui, mais c'est quoi parler de? Je mentionnais le discours du linguiste, ou le discours de quiconque dit, c'était l'exemple de Jacobson, bidoche veut dire viande,
quand je vous dis que bidoche en français veut dire viande, je ne sais pas si on dit encore bidoche, c'est sûrement encore ce mot-là, non d'ailleurs, mais bon, peu importe, n'importe quoi, voilà. On établit une relation d'équivalence entre un mot et un autre mot, et on veut dire, mais on est en train de parler du code. Il y a aussi l'épilinguistique. Alors l'épilinguistique, c'est autre chose. C'est les gens qui disent « Ah non, je me suis mal exprimé », qui se corrigent, etc. Ou qui disent « C'est littéralement, il m'a littéralement claqué la porte au nez ». Alors littéralement, il m'a claqué la porte au nez, mais pas de façon, mais pas comme une façon de parler, mais vraiment, etc. Et c'est un commentaire sur la justesse de l'expression qu'on emploie pour décrire la situation dont on parle. Donc ça, c'est de l'épilinguistique. On passe beaucoup de temps, quand on parle, à corriger ce qu'on dit, à vérifier que ce que l'on dit correspond à peu près à ce qu'on veut dire, etc. Et l'épilinguistique, c'est ça. Mais ça, ce sont des activités des locuteurs. Un locuteur peut être linguiste, il va faire de la métalangue, il peut être aussi, il est forcément épilinguiste, constamment même, comme tout le monde, dans la vie de tous les jours. Mais désormais, Guillaume ajoute une couche à tout ça, il dit, dans le langage, dans la structure de la grammaire, du langage lui-même, les signes linguistiques, au fond, sont des commentaires sur le sens. Ils commentent, voilà. Et ils vont d'une certaine façon créer une orientation, orientée vers le sens. Et il disait que les signes, donc, ont une activité de saisie. Il utilisait beaucoup le verbe saisir, une saisie. Saisir, c'est quand même l'activité de quelqu'un qui tout d'un coup, hop, intercepte, prend, etc., dans un flux, n'est-ce pas? Et donc fait des interceptions dans un flux, voilà. On peut être tout à fait d'accord avec ça. On peut ne pas apprécier totalement la façon dont il gère cette affaire. Alors là, ça peut être discutable parfois. Mais chose intéressante, c'est que le langage fait ça. Le langage, selon lui, fait ça. Donc le langage est métacognitif. Alors, les rapports entre le langage et la pensée chez Guillaume, c'est très complexe, mais il dit qu'il y a une activité de pensée que le langage intercepte, et que le langage saisit, et que l'homme a ses capacités, à la différence d'autres espèces, d'intercepter sa propre pensée, de pouvoir la transmettre, etc. Voilà, donc en fait, c'est très complexe. Et ça, c'est bien. Et que fait le linguiste là-dedans? Eh bien, alors lui, il n'en parle pas, c'est moi qui parle là. Le linguiste, il n'a qu'une chose à faire, c'est suivre les signes à la trace et ne pas se tromper, si possible. Le linguiste, il va être celui qui va, au fond, se laisser guider lui aussi par les signes et essayer de les interpréter correctement dans la saisie qu'ils font de la pensée, etc. Donc on est dans un système de réflexivité, étant donné que j'ajoute ceci. Ce langage, supposons qu'on travaille sur notre langue maternelle, nous le possédons déjà quand nous l'étudions. C'est-à-dire c'est un travail sur quelque chose qui est en nous déjà. Ça s'est construit, toute cette réflexivité du langage, des signes par rapport à la pensée, ça nous est donné dans la pratique du langage, donc ça s'est construit, c'est déjà construit. Et on ne peut que revenir là-dessus et prendre conscience de ce qui est construit, que nous possédons déjà, en tant que locuteur natif des langues. C'est tout à fait impressionnant, Et ça, c'est Guillaume. Ça, Guillaume est là. C'est une partie de Guillaume. J'en parle peut-être pas de façon parfaite ce soir, mais pour bien en parler, il faudrait être très sûr et prendre beaucoup de repères, etc., etc. Et puis cadrer ça avec 36 000 autres choses, mais voilà. C'était mon point 2. Maintenant, le point 3, qui fait que je trouve Guillaume très intéressant,
après, donc, ce qu'on pourrait appeler les activités de déchiffrement, de réflexivité, les métacognitions qui est en jeu. Après, le caractère construit du sens, la construction du sens et la saisie par les signes, qui sont des traces de cette construction. Le point 3, c'est que il y a chez Guillaume l'idée qu'il y a des systèmes. En fait, la notion de système n'est pas guillaumienne, elle est chez Saussure aussi, elle est chez un peu tout le monde, à vrai dire, si on veut bien l'extraire un peu, voilà. Il y a des systèmes de construction, donc. J'avais un peu anticipé tout à l'heure. On ne construit pas les sens de façon séparée les uns des autres. Je disais qu'il y a construction du sens avec des éléments, etc., mais on les construit pas, on les construit des systèmes entiers. On construit des systèmes entiers. Donc, il y a des systèmes, bon, et qui sont des systèmes génétiques, voilà. Alors, il y a, cependant, ces systèmes, comme ils sont construits de façon dynamique, ils sont construits, comme je disais tout à l'heure, dans le temps. Je parlais d'aspectualisation, donc il y a des choses qui sont avant d'autres. Alors Guillaume, c'est quand même celui qui passe pour être le grand linguiste du temps. Voilà. Et moi, j'en parle pas trop ce soir, où je contourne cela, où j'en parle, mais pas de façon centrale. C'est en ce sens que ceci n'est pas un cours d'introduction à Guillaume. Voilà. Sinon, j'aurais mis ça tout de suite, voilà, dès les premières phrases. Mais alors, je sais bien cela. Et il dit que la construction est temporelle. Effectivement, si c'est un procès, il est dans le temps. Qu'il y a des commencements, des fins, qu'il y a des orientations, qu'on passe de l'un puis à l'autre, qu'on peut inverser aussi. Bon, on peut inverser. Puisque c'est quand même à la disposition des locuteurs qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec toutes ces constructions. Mais ça veut dire aussi que ce qui compte beaucoup, alors, ce qui compte beaucoup pour Guillaume lui-même, je vais vous dire, c'est ce qu'il appelle les positions. Guillaume est un homme qui a dit, il y a des systèmes, ce qui compte dans ces systèmes, ce sont moins des oppositions que des positions. Alors, il y a une citation, avant d'être un système d'opposition, la langue est un système de position. Voilà. Bon. Un système de position, où les choses sont positionnées les unes avant les autres. Alors, si vous êtes guillaumien, vous êtes toujours en train de dire c'est avant, c'est après, c'est voilà, bon, ce genre de truc. C'est un peu lassant, à la fin on se perd complètement, mais c'est pas grave. Voilà. Parce que où est le commencement, où est le début, etc., on peut discuter à n'en plus finir, mais au moins, ça donne des instruments pour analyser. Et on est là pour analyser le langage, et pour analyser le langage, au fond, finalement, quand on a un peu de métier, on se dit, mieux vaut analyser avec les instruments du bord que ne pas analyser du tout. À la fin, si des personnes avec des instruments différents analysent la même chose, ou bien ils finissent par trouver la même chose avec des instruments différents, ce qui en dit long sur les instruments, ce qui en dit long sur la chose, ou bien ils disent des choses différentes, mais qui peuvent être complémentaires, etc. Bon, finalement, le langage est tellement difficile à analyser que c'est déjà pas si mal si on arrive à faire quelque chose quelque part, voilà. Donc on peut avoir cette vision débonnaire que j'ai. Et alors, il dit, c'est un système, ce n'est pas un système d'opposition. Alors, par système d'opposition, la référence est faite à Saussure de façon explicite dans ses textes. Saussure était l'étoile montante à une époque, et lui aussi on parle plus de lui du tout. C'est dommage parce que c'est autant dommage de ne pas parler de Guillaume que de ne pas parler de Saussure. Sauf que Saussure est toujours mentionné, Guillaume ne l'est pas, mais on ne fait rien du tout de Saussure. Or, on pourrait faire de grandes choses avec Saussure, mais ça c'est un autre sujet. Alors, et Saussure disait, il n'y a que les relations qui comptent, il n'y a que les relations qui comptent. Les signes ne sont que des points dans des réseaux, et en fait c'est la structure ou le système qui donne des oppositions. Selon le nombre d'oppositions que connaît une forme, elle change de signification. Les significations ne sont que les produits des relations de sens qui s'établissent entre une pluralité de signes. Bon.
Voilà. Il disait ça. Mais c'était une linguistique des oppositions. Ça a eu un succès extraordinaire, ça. En particulier, alors, chez les linguistes pendant un certain temps, et puis ça a très vite quitté la linguistique pour au fond, le monde de la philosophie, de l'anthropologie, etc. Un nombre très important de grands philosophes français, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à il y a 10 ans à peu près, étaient des gens qui étaient alimentés par une idéologie qui, au fond, empruntait beaucoup à Saussure sur la différence, sur les choses comme ça. Or, quand Guillaume fait son travail, il dit non, c'est pas un système d'opposition, c'est un système de position. Un système de position, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir à quoi s'oppose une forme, mais il s'agit de savoir où elle se trouve à l'intérieur d'un système qui est orienté, etc. Elle se trouve là, elle se trouve avant, elle se trouve après. C'est selon la position qu'elle va avoir une signification. C'est ce qu'il a dit, lui, souvent, et de façon récurrente, et de façon très consistante à l'intérieur de son système, Guillaume. Et alors, oui, moi je suis sensible à une autre dimension du travail de Guillaume, que Guillaume doit, qui est implicite en fait, finalement, sur laquelle Guillaume insiste moins, c'est le phénomène d'accumulation. Car, si vous avez des positions, et si vous avez un dynamisme qui avance, qui peut être intercepté très tôt, ou moins tôt, etc., vous avez très vite des phénomènes d'accumulation sémantique. Et moi je suis persuadé de l'importance, autant que celle de la position, de l'importance de l'accumulation. Et l'accumulation, vous voyez, l'accumulation, il y a du sens qui se construit, on le garde. L'accumulation, c'est je garde ce qui est fait, j'ajoute. Donc, on me dirait, il faut quand même bien savoir où on se trouve, parce que à force d'ajouter partout, ça revient au même. Enfin, on est bien d'accord, il faut un dispositif très complexe, hein. Mais dans ma négation de tout à l'heure, tant que je suis dans je ne suis pas allé très loin, puis après j'ajoute, je saute une étape. Mais étant donné que, chose importante, il n'y a que ne et pas. Mais entre ne et pas, on pourrait imaginer d'autres marqueurs encore qui seraient des saisies intermédiaires avant d'arriver au définitif pas. Vous voyez ? Bon, on est d'accord. Mais, donc c'est cumulatif. Si c'est cumulatif, ça veut dire que lorsqu'on arrive à la fin, l'étape finale, qui introduit un dernier élément, bien entendu, crée une différence avec les étapes précédentes. Forcément. Chaque nouvelle étape crée une différence. Mais cette différence se fait sur un fond de continuité. C'est important, ça. C'est important. C'est pas une différence qui rompt. C'est une différence qui ajoute. C'est un ajout qui fait la différence. La différence naît d'un ajout de la même chose, au fond, du même genre de choses. Selon le degré, vous allez avoir de la différence. C'est le degré qui fait affaire qu'à un moment donné, vous pouvez changer de seuil, évidemment, parce qu'on est quand même dans une logique du discret de façon générique. Hein. Et donc, vous allez avoir, au fond, une différence sur fond d'identité. Vous avez beaucoup d'identité, et vous avez une différence sur fond d'identité. Alors, moi, je me suis intéressé à ce que j'ai appelé réélaboration, et qui est dans le droit fil de cela. La réélaboration, c'est le fait que les formes s'appuient les unes sur les autres, et en particulier dans l'histoire d'une langue. Dans l'histoire d'une langue, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a des renouvellements expressifs, comme on dit parfois. D'un coup, on voit un nouveau système se mettre en place. Alors, ils peuvent être... Et parfois aussi, mais pas toujours, évidemment, les systèmes nouveaux qui se mettent en place reprennent un peu des éléments de l'ancien, mais de façon modifiée. Et parfois, mais pas toujours, il y a répétition, mais approfondissement. Quelque chose qui n'était pas encore là tout à fait apparaît.
Et Guillaume est complètement là-dedans. Son premier grand livre, sauf erreur, c'est 1919, Le problème de l'article, sa solution dans la langue française. En 1919, Guillaume écrit Le problème de l'article et sa solution, c'est comme ça le titre. Oui, c'est ça. Dans la langue française, en latin, c'était cette situation. On voit apparaître un article, admettons. Qu'est-ce que ça veut dire, cette apparition? Cette apparition résout un problème et la solution d'une difficulté d'expression. Vous voyez? Et en fait, et alors, évidemment, la résolution, ça veut dire qu'on prend appui sur l'ancien. C'est du nouveau, mais qui ne se comprend que dans le prolongement de l'ancien. Et qui, si vous prenez des systèmes linguistiques, vous allez voir que souvent, il y a juste une petite différence. La différence est minime. Alors, j'ai travaillé il y a un temps sur les périphrases aspectuelles, temporelles, etc., comme beaucoup. Et Guillaume avait écrit des choses brillantes, ou les guillaumiens d'ailleurs, sur ce sujet. Donc en fait, quand on est un peu guillaumien, c'est déjà du pré-cuit. Et alors, il avait, et donc, ce que je montrais, c'est que au fond, finalement, alors, c'est sur l'anglais. Alors, l'anglais est une langue très différente de beaucoup d'autres. Elle est plus simple, elle a un système. Vous avez un prétérit, qui est un temps simple, sans aucune composante aspectuelle dans le prétérit, qui marque juste une antériorité. Et puis, vous avez cette périphrase dite d'antérieur ou de parfait, etc. Alors, si on suit des cours en fac, ou au lycée, ou au collège, tous les cours sont faits pour vous dire attention, c'est pas la même chose, etc. Là, vous avez employé la forme X alors qu'il fallait la forme Y, vous avez faux, etc. Donc, évidemment, c'est des cours, quoi. Parce qu'effectivement, les anglophones n'utilisent pas les deux formes de façon interchangeable. Ils les différencient. Oui, mais historiquement, comment ça se met en place? Par répétition. Par répétition. C'est-à-dire que la forme périphrastique va expliciter quelque chose qui était déjà dans le prétérit et qui ne demandait qu'à être explicité mais qui était implicite, parce que voilà, il y a tellement d'implicites et il y a d'autres formes, d'autres phrases qui vont expliciter ça. Et les formes qui explicitent les anciennes, alors les anciennes peuvent disparaître ou elles peuvent rester. Les anciennes formes peuvent rester, et à ce moment-là, ça se réajuste, évidemment. Ça se réajuste puisqu'il y a deux formes. Les gens, généralement, très vite, les spécialisent, alors ensuite, d'où les cours qui disent, attention, là. Mais en fait, quand on regarde en amont, on s'aperçoit que le moteur d'un nombre considérable de structures est de répéter d'autres formes, de manière un peu différente. Donc, on ajoute quelque chose qui est de l'ordre de l'explicitation. Et ce que j'avais expliqué, ce qu'on pouvait expliquer, c'est ceci. Admettons que vous ayez une théorie du prétérit un peu simplette, mais suffisante, qui dit le prétérit signifie l'antériorité d'un procès par rapport à un point repère, déictique généralement, mais qui peut être non déictique d'ailleurs à l'occasion. Bon. L'antériorité, c'est quoi? C'est un signe que vous allez mettre, peut-être un signe différent, que vous allez mettre entre un point repère et puis la dernière borne ou une borne du procès, etc. Bon. Imaginons ça. C'est un peu simplé, mais c'est ça. Bon. Alors le prétérit, ça marque la rupture, vont dire les gens. Et l'antériorité. Parce que ça représente la rupture dans le futur, l'antériorité. Bon. Alors les gens tout contents, les gens disent ça. Mais que fait le parfait? Que font ces périphrases, souvent avec le verbe avoir, mais pas toujours, enfin en français c'est subtil. Et d'ailleurs Guillaume était un as dans l'analyse du passé composé du français avec je suis tombé et j'ai marché, etc. Et formidable. Mais ce sont des choses qui n'acceptent pas en anglais, où l'anglais ne va pas jusque-là. Que fait donc cette périphrase anglaise? La périphrase anglaise, les gens vont dire, ça marque la continuité. Ça peut marquer la continuité entre les époques, ou pas d'ailleurs. C'est très complexe parce qu'il y a une gamme d'emplois de ces parfaits-là qui est tout à fait fascinante.
Mais en fait, finalement, ce que cette périphrase de façon générique, fait à travers les langues qui l'ont, c'est d'expliciter quelque chose que la forme de base, qui était le prétérit en anglais, c'est assez simple en anglais, que le prétérit ne marque pas, ou que le prétérit laisse implicite. Pour pouvoir dire, revenez au prétérit il y a une minute, pour pouvoir dire qu'il y a rupture, antériorité, entre un point et un procès, que faut-il? Qu'est-ce que cela suppose? Vous dites il y a rupture. Oui, et vous dites entre quoi et quoi? En l'occurrence ça et ça. Mais pour qu'il y ait rupture, il faut que vous regardiez en même temps le point de rupture, le point repère et la chose repérée dans la même temporalité, que vous traciez une ligne continue qui va relier les deux et les dépasser autant que vous voudrez, pour vous apercevoir que l'un est antérieur à l'autre. Sinon, comment pouvez-vous faire? La rupture, ça peut pas être je pense à l'un à un moment et à l'autre à un autre moment, et puis je pense jamais aux deux en même temps. Il faut penser aux deux en même temps, en tant qu'ils sont sur le même axe temporel, et que sur cet axe temporel, il y a effectivement une différence là. Mais, si vous n'avez pas l'axe temporel qui les relie, pas de rupture. Il n'y a pas de rupture si vous n'êtes pas liés entre vous. Ça va? Et alors, que fait le parfait? Il va dire avoir, le verbe avoir. Et le verbe avoir dit, attention, si X a Y, X possède Y dans son domaine. Ils partagent le même domaine. C'est ça, avoir. Et à ce moment-là, ce que fait la périphrase, c'est faire émerger, expliciter, ce qui est implicite déjà dans le prétérit. Mais à ce moment-là, cette explicitation va tout changer, ou va changer beaucoup de choses, parce que dès lors que j'ai explicité, ça fait un décalage entre les formes, ça les différencie. L'une reste implicite, l'autre est explicite. Alors après, les locuteurs disent alors je vais utiliser celle-là, c'est mieux adapté à la situation, etc. Et voilà. Et c'est ainsi que se met en place le discours différencié à partir d'une opération qui consiste, pour la nouvelle forme, à dire attention. Là, moi je vais expliquer quelque chose de l'implicite de ces formes primitives. Beaucoup de choses sont comme ça, mais pas tout. C'est pas pour dire que c'est pas un système unique, c'est pas un modèle unique. Bon, on est d'accord. Donc, des systèmes génétiques et cumul des opérations. Et alors, si j'avais eu plus de temps, j'aurais parlé alors de choses complexe, mais je vais d'abord vous faire quelques citations, qui concernent un peu la façon dont les linguistes traitent. Alors il y a une chose aussi qui est associée à Guillaume, et que j'aurais dû mentionner, qui m'intéresse aussi, et qui intéresse le débutant que j'étais il y a combien d'années, bientôt 60 ans, ou 55, quand je commençais à lire Guillaume. C'était l'invariant. Guillaume disait un signe a un invariant. Personne ne disait ça avant lui. Oui. Un invariant, c'est-à-dire que, oui, parce que je vous ai rien dit encore. Oui. Alors un signe, il a beaucoup de sens, il peut avoir beaucoup de sens. Il construit son sens. Mais dans cette construction qui est un mouvement, il passe en revue des tas de trucs. Et donc, il met en même temps tous ces tas de trucs différenciés par leur position, ils sont quand même sous-tendus, c'est toujours la même idée, ils sont sous-tendus par ce simple mouvement voilà, qui les unifie entre eux. Donc, il y a un invariant. Et je préfère, moi, qu'il y ait plutôt cette pensée-là que d'autres pensées. Cela dit, au fil des décennies, la notion d'invariant est difficile à gérer. Elle est très difficile à gérer. Et aujourd'hui, les gens disent, ça nous embête cet invariant. Pourtant, les gens sont d'accord. Oui, il y a un invariant. Ils disent, il y a un invariant, mais comment le gérer? On n'arrive jamais à le saisir. Alors,
Guillaume disait, vous ne pouvez pas le saisir. Il y avait une théorie de ça. Vous ne pourrez jamais le saisir parce que dès lors que vous le saisirez avec des mots, les mots seront imparfaits parce qu'ils vont mal le saisir. Ce sont des mouvements. Ce sont des mouvements psychiques, ces invariants. Alors bon, mais le mouvement, voilà. Moi, je peux jamais être sûr que le mouvement qui a lieu en moi soit le même qu'en vous, que chez vous plutôt. Donc, et alors, mais ce que je voulais dire, c'est que la notion de cumul est très importante et que Guillaume a théorisé beaucoup de choses en la matière. Il a théorisé le cumul, il a théorisé aussi quelque chose de très important qui est la lacune expressive. Et alors, si on revient à sa psychosémiologie, à la saisie par les signes du sens qui se fait, qui se fabrique, il admettait que c'était la loi qu'il appelait de suffisance expressive. Il admettait que les signes ne saisissaient pas tout, ou qu'il n'y avait pas assez de signes, ou qu'il y avait une forme de suffisance expressive, c'est-à-dire il faisait ce qui était nécessaire et suffisant pour que, mais il n'exprimait pas tout. C'était très important. Alors, c'est descriptif parce qu'il disait, voilà comment ça se passe en réalité. Même si on rêvait d'autre chose, ça se passe ainsi. Et il semble que, et je trouve que cette suffisance expressive est très forte, Cuglioli, qui était quand même un des plus grands linguistes du XXe siècle, enfin chez nous, en France, disait, ne confondez pas les opérateurs et les marqueurs. Les opérateurs, c'est les opérateurs logiques qu'il faut imaginer pour la construction des sens et des relations de sens. Ça, ce sont des choses qui sont nécessaires logiquement. Je dois répéter peut-être. Ne confondez pas les opérateurs logiques de construction du sens et les marqueurs qui sont les signes linguistiques qui au fond finalement saisissent tout cela. En fait, souvent il y a beaucoup moins de signes qu'il n'y a de signification construite, beaucoup moins. Alors ça, c'est un gros sujet, c'est une autre conférence. Voilà, c'est un très gros sujet de recherche pointue. Et alors, vous allez avoir des signes qui récapitulent, qui sont récapitulatifs de séquences d'opérations, etc. Alors, je trouve que ça, c'est très important aussi. Je vais vous citer quelquefois et vous dire ce que j'aurais pu vous développer aujourd'hui. Je voudrais vous lire 3 passages de Guillaume. Donc j'ai apporté le bouquin, et j'avais écrit là. Ce que j'aime bien chez Guillaume. En fait, certaines personnes disent que Guillaume c'est génial. J'en suis. Voilà. Bon, voilà. Alors, mais je vais vous lire un passage génial de Guillaume. Alors, ça se trouve que on peut le séparer. Il est assez, donc facile à séparer, facile à faire pour moi. C'est à propos du genre. À un moment donné, Guillaume explique la genèse du genre. Vous connaissez la catégorie du genre. Pas de chance, vous pensez au masculin et au féminin. Sans doute. Voilà. Et lui, il va parler d'une autre catégorie en amont, qui est la catégorie de l'inanimé et de l'animé. Mais enfin, bon, c'est pareil, hein, c'est-à-dire parce que dans l'histoire des langues indo-européennes, on a commencé par avoir une catégorie du genre qui a marqué, dont la distinction fondamentale, c'est l'inanimé et l'animé. Et c'est pas avant que ce ne devienne mâle, femelle ou ce genre de choses qui donnent naissance au masculin féminin. Guillaume est un homme, alors je ne peux pas suffisamment prononcer ce mot, genèse, un homme qui s'est intéressé à la genèse des significations, à la genèse du sens. Puisqu'on dit production du sens, construction du sens, j'aurais pu dire genèse du sens, et à l'époque c'était genèse qui était utilisé. Maintenant c'est devenu construction, mais c'est genèse qui était utilisé du temps de Guillaume. Enfin, Guillaume parle de genèse constamment, il parle moins de construction.
Construction est utilisée ensuite est empruntée probablement à Piaget et à la terminologie des psychologues qui faisaient un peu le même genre de choses de leur côté. Hein. Piaget était un admirateur. Et alors, il écrit ceci. Alors je vous le cite. Voilà. Le genre ne s'obtient. Vous voyez, il s'agit de la genèse du genre, de l'origine du genre, qu'à la faveur d'une opération de pensée qui prolonge en direction du concret l'opération qui a engendré le nombre. Donc c'est un peu long. Hein. Donc il y a une opération qui a engendré le nombre, la catégorie du nombre. C'est de la catégorie du nombre que naît le genre selon Guillaume. Et il continue. Le lien subtil qui rattache la vision du nombre à la vision du genre, au point de rendre la seconde difficilement séparable de la première, consiste en ce que, alors c'est là qu'on entre dans le détail, la vue, je vais vous expliquer au fur et à mesure quand même, parce que c'est un peu technique, la vue du discontinu spatial. Est-ce que vous comprenez discontinu spatial? Non, parce que c'est très ramassé comme formulation. Discontinu, c'est les choses discontinues comme ce verre. Discontinu, ça veut dire qu'il y a des bords, qu'il y a une frontière, qu'il y a une limite. Les choses sont discontinues. Les individus que nous sommes sont discontinus. Bon, voilà. Spatial, c'est dans l'espace. Bon, ça va bien? Bon. La vue du discontinu spatial impose à l'esprit la vue de la parcelle d'espace distincte de l'espace in extenso. Alors c'est un peu du jargon à lui, parce qu'il avait écrit ça à la fin de longs développements où le discontinu était... Ça veut dire qu'en fait, le discontinu est une parcelle d'espace. Vous pouvez voir ça comme une parcelle. Alors c'est de la matière, évidemment, mais c'est une parcelle d'espace. L'espace étant cette chose-là, où nous sommes, qui contient ça, moi, tout, etc. Voilà. Donc ça, c'est une parcelle d'espace. Je suis une parcelle d'espace, mais la parcelle d'espace est contenue dans ou débordée par de l'espace in extenso. L'espace va être un continuum. Voilà. Bon, vous savez qu'on est à ce moment-là, ça c'est 1940. C'est l'époque de la Gestalt, des théories. Vous connaissez les théories de la Gestalt? Il faut connaître. En psychologie, les théories de la perception, des formes qu'on perçoit, etc. On est en plein dedans là. La vue du discontinu spatial impose à l'esprit la vue de la parcelle d'espace distincte de l'espace in extenso. C'est-à-dire que, quand vous voyez ça, ou moi, ou ce crayon, ou n'importe quoi, vous voyez la différence entre ça et tout ce qui est autour. Distinct. Ce que veut dire distinct. Évidemment, ça, c'est une langue académique, intellectuelle, etc. Or, dès l'instant qu'on évoque dans l'espace in extenso la parcelle d'espace, on est amené à ce... Donc là, je reviens. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a? Le discontinu, c'est ça, ou moi, ou mon crayon, et le continu, qui est l'espace, qui est derrière, avec l'idée que le discontinu se distingue, est séparé d'eux, vous voyez, se voit séparément de reste, qui entoure, qui englobe, qui est derrière, qui sous-tend, d'accord? Ah, c'est tout. Mais ça, c'est le discontinu. Et pour fermer une parenthèse, ouvrir et fermer une parenthèse, dès lors que vous avez ça, vous pouvez imaginer qu'il y en ait 1, 2, 3, 4. Si vous avez ça, c'est 1. Mais il pourrait y en avoir 2. Le nombre, normalement, en vision simplifiée, il y aura un colloque pour nous éclairer mieux un jour peut-être. Le nombre, en fait, il naît du discontinu. Pour qu'il y en ait 2, il faut qu'il y en ait un. Il faut qu'il soit discontinu. Parce que les choses continues n'ont pas de nombre. Elles ont de la quantité, du haut degré. On peut mais il n'y a pas de nombre. Voilà, bon, ça c'était... Mais donc, dès l'instant
qu'on évoque dans l'espace in extenso la parcelle d'espace, on est amené à se poser le problème du rapport. Alors, on est amené à se poser le problème du rapport de la parcelle d'espace à la parcelle in extenso. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il met tout de suite 2 points. Autrement dit, rassurez-vous. Le rapport, quel est le rapport entre ça et l'espace, n'est-ce pas, où vous le voyez? Une autre façon de parler, c'est de parler d'un fond et une forme. Ça, c'est une forme, et puis derrière, il y a un fond. Alors, moi, je me trouve dans le fond. Enfin, vous pouvez imaginer un écran, voilà, un écran plat, voilà, sans aspérité, sans rien, blanc, voilà, c'est ça. Quel est le rapport? Eh bien, on est amené à se poser le problème du rapport de la parcelle d'espace à l'espace in extenso. Autrement dit, à rapporter la parcelle au fond, ce que je vais vous expliquer il y a une seconde, dont elle se détache, la parcelle, elle va paraître plus petite mais se détacher. Il y a même des gens qui ont l'impression que ça avance, que ça sort du fond. Vous voyez ? Quand vous avez un tissu avec un poids dessus, le poids donne l'impression de sortir du tissu. Vous voyez, bon, c'est ça, ce genre de choses, voilà, dont elle se détache. À rapporter la parcelle au fond, dont elle se détache, de l'espace entier. Ainsi détachée de l'espace in extenso, la parcelle d'espace prend corps dans l'esprit, et elle apparaît par rapport à l'espace qui la porte, j'arrive, mobile ou immobile en lui, ça c'est important. Déplaçable ou indéplaçable, autrement dit animé ou inanimé. Et là je vous explique. D'abord, je relis une fois. La parcelle d'espace, ainsi détachée de l'espace in extenso, prend corps dans l'esprit. Bon, vous l'imaginez, ce moment-là, vous l'imaginez. Et elle apparaît, par rapport à l'espace qui la porte, mobile ou immobile, déplaçable ou indéplaçable, autrement dit, animé ou inanimé. En effet. Il ne s'agit pas de se gobeler. Voilà. Dès lors que vous avez une différence quantitative entre le fond et une forme bouclée sur elle-même, qui n'est pas extensible, parce que si elle pouvait se mettre à s'étaler, à être aussi grande que le fond, ça ne le fait plus, là. Mais la forme, c'est une parcelle qui reste stable, fixe, dans ses limites. Hein, d'accord. Le fond ne bouge pas trop non plus. Oui, mais ça là, la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce que ça, donc au moment où je regarde, c'est là. C'est pas là. C'est pas là. C'est juste là. D'accord? Mais dès lors que c'est plus petit, ça pourrait être là, ou là, ou là, ou là. Vous pouvez le déplacer mentalement. Et la question est, est-ce que ça se déplace tout seul ou est-ce que ça se déplace pas tout seul? Si ça se déplace pas tout seul, c'est inanimé. Si ça se déplace tout seul, c'est animé, ça a de la vie. C'est ça le fondement, selon Guillaume, de la distinction animé-inanimé. Vous voyez? Je pense que vous comprenez. Et en fait, c'est très... Ça c'est génial. Parce que la genèse, c'est une des choses les plus difficiles. C'est la genèse de toute une catégorie grammaticale. À un niveau abstrait, quasiment topologique, on est en maths, là. Là, c'est le niveau des mathématiques. Puisqu'on a juste une opération, avec le minimum intellectuel, on arrive à créer, à générer la catégorie tout entière. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est un exploit, voilà, assez rare. En fait, effectivement, il ne suffit pas qu'il y ait un individu, autrement dit. Ça, c'est un individu, figurez-vous, chez les philosophes. Et moi aussi, et vous de même. Mais, voilà, il ne suffit pas qu'il y ait des individus, c'est-à-dire des entités discrètes, voilà, et qui occupent une petite portion d'espace. Il y a encore le problème de savoir où ils sont. Et mieux que ça, peuvent-ils aller où ils sont, où ils veulent plutôt. Et là, il y a deux cas. Hein. Il y a des choses qui sont fixes ou qui ne sont là que parce qu'on les y a mises, etc., qui ne peuvent pas bouger.
C'est la différence entre les animés et les inanimés. Dès lors que vous avez une entité discontinue, l'esprit le théorise tout de suite. Ça veut dire en fait que l'esprit est immédiatement sensible au caractère animé ou inanimé des choses, en fait. Mais là, nous avons une espèce de condensé théorique tout à fait remarquable, à mon avis. Et ça veut dire au fond qu'il faut qu'il y ait d'abord du discontinu et du nombre dans la théorie donc de Guillaume, pour qu'ensuite on s'intéresse à l'inanimé. S'il n'y a pas de discontinu, de toute façon, le discontinu va donc, en fait, lui, il dit que la catégorie du genre est fille de la catégorie du nombre, mais on pourrait très bien dire que les deux sont filles de la distinction continue-discontinue. Et en particulier sont filles du discontinu. Dès lors qu'il y a du discontinu, il faut savoir combien il y en a, 1, 2, 3, on peut les compter. Dès lors qu'il y a du discontinu, on peut imaginer qu'il y en ait plusieurs qui soient semblables dans l'espace. Parce que l'espace peut accueillir toute une kyrielle. Les gobelets comme ça, vous pouvez en imaginer des chaînes. Voilà, il y en a un là. Bon, voilà. Mais vous pouvez aussi, pour un quelconque, dire il est là, il est là, il est là. Et s'il est là ou là, il se déplace seul, c'est lui qui y va ou pas. C'est énorme, c'est énorme. Là, c'est un exploit, ça. Bon. Bien. Alors, je pourrais aussi vous citer, mais on va peut-être clore. Oui. Donc, moi, j'aurais pu vous parler aussi de la nominalisation relative. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et puis je vous donnerai une indication de lecture si vous souhaitez me lire, qui va être très facile parce que c'est sur Internet et j'ai vérifié ce matin que ça colle tout de suite. Voilà. Alors, je me suis beaucoup intéressé aux relatives. Bon. À la transformation relative, à ce qu'il y ait une proposition relative, etc. Mais alors, je ne vais pas faire le commentaire parce que c'est trop long. Il y a une phrase qu'il donne ici, là, à la page 152 de cet ouvrage, où il dit en une phrase ce qui est selon lui la transformation relative. Selon lui, c'est une nominalisation qui fait passer d'une proposition classique, standard, canonique, etc., conjuguée, asserté, en ce moment, vers un groupe nominal. C'est comme ça qu'il dit. Et il a cette phrase très courte qui explique la transformation, parce que c'est un transformationaliste avant l'heure. Une chose que je n'ai pas dite encore. La grammaire transformationnelle est associée à la syntaxe générativiste. Mais c'est très intéressant. D'ailleurs, Chomsky parlait de genèse. Il n'a pas peur de parler de la genèse pour parler de la dérivation d'une phrase complexe. Bon, comme Guillaume un peu. Or, Guillaume dit, voilà ce qui se passe. Il est détaché de la phrase l'un de ses composants nominaux auquel le reste de la phrase est rapporté. Paf. C'est exactement ce qui se passe. En une phrase, il a dit l'essentiel. Alors, je comprends que ce soit obscur pour vous. Là, je vous... voilà, c'est nécessairement obscur. Si ça ne l'était pas, ce serait vraiment remarquable. Mais c'est qu'en fait, il y a une réorganisation. Il parle d'une réorganisation par laquelle, après avoir dit n'importe quoi, quelqu'un a écrit une lettre, voilà, on détache la lettre et on dit la lettre que quelqu'un a écrite, admettons. On détache ça et on lui rapporte la proposition que ça se trouve. En réalité, c'est exactement ce qu'il se passe avec des développements intellectuels à n'en plus finir vers les propriétés, vers la prédication, c'est extraordinaire, de simplicité et de justesse. Et puis, il a mis au point, en réalité, c'est peut-être cela qui m'intéresse le plus en ce moment, depuis 20 ans,
il a été le premier à imaginer une syntaxe en genèse, qu'il appelait une syntaxe en genèse, une syntaxe génétique. Il se trouve que dans l'excellent dictionnaire terminologique des sciences du langage, il y a un article sur syntaxe en genèse que je trouve j'ai travaillé sur les interrogatives en Q ou en WH, c'était en anglais, il y a quelques années où j'ai explicité tout ça. Donc si vous voulez lire plus, j'ai un article de 2019, il est très récent, donc c'est pas mal, le caractère récent, je veux dire. L'article s'appelle « Les questions, WH », qui est le Q de l'anglais, et la thématisation, une enquête. Alors, donc c'est dans la revue Corella, C-O-R-E-L-A, c'est un hors-série numéro 29 de l'année 2019, à mon nom. Et donc, si vous voulez avoir... Alors, j'expose la théorie guillaumienne, justement, dans les premières pages. Et je dis, m'inspirant de cela, voilà comment je développe, etc. Donc là, la syntaxe génétique, c'est quelque chose à laquelle il n'a pas donné trop d'importance, semble-t-il, et qui aujourd'hui, et je reviens à mon propos liminaire, pourrait bien être ce que les linguistes syntacticiens pourraient emprunter à Guillaume s'il voulait étudier la syntaxe en relation avec la sémantique. Je vous remercie.